Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Caroline Rose sera l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer la protection des animaux et les conditions de transport des animaux d'élevage. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons de la Cour de justice de l'Union européenne. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur les droits des passagers aériens. Les expressions populaires, renoncer à deviner, les Français disent « donner sa langue au chat ». Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Bonjour, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à l'Europe et aux projets européens soutenus par l'INSA. Bon, je reçois pour en parler Vincent Arnoux, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargé des projets européens au sein de l'INSA, l'Institut des sciences appliquées à Rouen en Normandie, une école d'ingénieurs. Alors si on veut faire simple, dans quel domaine l'INSA travaille-t-elle? Alors l'INSA Rouen Normandie est une école d'ingénieurs généraliste. Elle travaille sur 4 principaux domaines: la chimie, l'informatique, la mécanique et l'énergétique. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est pour parler d'Europe et de projets européens et voir comment l'Europe influe dans notre quotidien à travers le cofinancement de projets scientifiques. Et on va en découvrir quelques-uns ensemble. Par exemple, il y a le projet GenCom, ça se dit comme ça ? GenCom, exactement. Qui se propose de développer un modèle énergétique durable basé sur l'hydrogène et ses dérivés. Alors, c'est un projet qui est financé donc, par des fonds européens en partie. C'est quoi ce projet ? Alors, c'est un projet collaboratif. Il y a différents partenaires, à la fois des partenaires publics et privés. Donc des entreprises et des organismes de recherche, des universités et des écoles. Donc l'idée ici, on l'a dit, c'est de travailler sur la thématique de l'hydrogène. L'hydrogène qui est présenté parfois comme le carburant vert de demain. Et ce consortium va ramener chacun son expertise, qu'elle soit plus marché ou technologique, pour ensuite trouver des solutions innovantes. C'est un projet sur plusieurs années ou... Exactement. Plusieurs années. Les partenaires sont issus de différents pays, Irlande, Belgique, France. Voilà. Ils travaillent régulièrement ensemble, ils se déplacent, ils se rencontrent, ils échangent du personnel. Des moyens conséquents sont mis en œuvre grâce au financement de l'Union européenne. Quelles pourraient être les conséquences sur une énergie, un nouveau modèle? Par exemple, si demain on arrive à faire des énergies plus propres, quelles conséquences ça pourrait avoir sur le quotidien des gens? Alors, on pourra consommer de manière plus respectueuse et du coup avoir un impact favorable ou au moins plus limité sur notre environnement. Donc c'est des projets écologiques qui ont pour vocation de préserver la planète. Exactement. Un autre projet, donc le projet INCA, qui a pour objectif de développer en Normandie les connaissances scientifiques et techniques liées aux compagnons artificiels. Donc là, on va parler robots et tout ce qui va avec, c'est ça? Exactement. Un compagnon artificiel, ça peut être un robot, ça peut être un chatbot, un chat intelligent. Et effectivement, parfois, on en rigole beaucoup. On discute, on essaye d'interagir avec un robot et les réactions ne sont pas du tout naturelles. Alors sur ce thème-là, on sait que les Asiatiques, notamment les Japonais, sont très avancés. Où en est l'Europe, justement, à ce niveau-là? Alors, l'Europe travaille de son côté, mais aussi avec ce type de zone géographique qui possède effectivement des compétences importantes. Alors, sur ce type de projet, vous êtes, une école d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui travaillent avec vous en collaboration? Bien sûr, on travaille avec d'autres écoles d'ingénieurs à la fois au niveau européen. L'INSA Rouen Normandie fait partie d'un consortium qui s'appelle une université européenne, depuis peu, où on retrouve d'autres établissements pour travailler ensemble sur différents types de projets. Quels établissements, avec qui travaillez-vous en France? Alors en France, je vais citer même au niveau local, on travaille régulièrement par exemple avec les CIGELEC ou avec l'ENSICAN. Donc plusieurs villes sont à l'œuvre dans les projets. Il y a un autre projet, le projet IoT H2O. Donc lui, il a pour objectif de développer des modèles distribués de supervision et d'optimisation basés sur un Internet des objets déployés dans un système de traitement pour la distribution d'eau. C'est quoi le IoT H2O? Alors vous avez entendu parler des objets connectés.
Pour connecter les objets, il faut que l'Internet fonctionne bien. On parle de l'Internet des objets. Et donc cet Internet des objets, ici, il est mis au service de la distribution de l'eau. Voilà. Comment est-ce qu'on peut optimiser et fiabiliser des process grâce à cette intelligence des machines? Sur ce type de projet, donc les fonds européens, pour concrètement que nos auditeurs comprennent, on parle de combien de montants? Parce que depuis le début, on a parlé de contributions européennes, mais concrètement, en termes de chiffres, on se situe à quel niveau? Alors, on parle en moyenne de plusieurs centaines de milliers d'euros par projet. Et ça peut aller, les projets en général, ils peuvent aller, les plus coûteux, ils peuvent aller jusqu'à combien? On peut aller à plusieurs millions. Plusieurs millions pour les projets scientifiques. Voilà. Vous êtes donc, les projets ils sont pris en compte à combien de pourcentage par l'Union européenne? Alors en fonction des différents types de programmes, on a les programmes le FEDER, l'Interreg ou Horizon 2020, on a en moyenne des cofinancements de l'ordre de 50%. Voilà. Donc l'Union européenne prend en compte 50% des projets scientifiques. Exactement, de subventions qui sont données pour les projets. Les autres 50%, ils sont pris en charge par qui? Alors on a différents types d'autres cofinancements qui peuvent être par exemple nationaux. On a l'Agence nationale de la recherche, on peut avoir les financements du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, et aussi des financements régionaux avec la région Normandie qui cofinance beaucoup de nos projets. Tous ces projets, donc, vous devez monter des dossiers pour le faire. Donc vous avez besoin vous faites des appels à candidature. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on propose un projet et comment est-ce qu'on essaye de convaincre donc ceux qu'on veut convaincre que ce projet est obligatoire pour le pays et pour l'intérêt général? Alors déjà le fonctionnement est double. À la fois, parfois, ça naît de l'idée d'un projet. Et là, on va aller chercher un financement qui puisse éventuellement financer ce projet. Ou, dans l'autre sens, un appel à projet peut être lancé par un financeur. Et là, on va du coup voir si on peut y répondre. Et effectivement, souvent, c'est pas tout seul. Souvent, c'est en consortium, en partenariat avec d'autres partenaires. Avec d'autres écoles, avec d'autres universités, avec d'autres acteurs, entreprises. Exactement. Scientifiques. Chacun de ces projets, pour bien comprendre, ne bénéficie pas des mêmes soutiens financiers. Vous disposez de plusieurs fonds européens, FEDER, l'Interreg, Horizon 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les spécificités de tous ces différents programmes? Oui. Alors, le point commun de ces programmes, c'est d'être financés par la Commission européenne. Après, il y a des niveaux d'action différents. Horizon 2020 est le programme cadre de recherche et développement de la Commission européenne qui distribue directement ses financements pour des partenariats au niveau européen. Interreg est un programme de collaboration transfrontalier. On va travailler avec des régions de pays limitrophes, par exemple. Et enfin, le FEDER, le Fonds européen de développement régional, lui est de l'argent de la Commission européenne qui est redistribué par les conseils régionaux. Donc ici, la région Normandie. Et comment l'INSA récupère ces fonds et comment est-ce que ces fonds sont attribués aux employés de l'INSA? Alors, pour leur recherche? En fait, le montage va se faire par projet. Donc vraiment, on va définir un projet de recherche avec l'objectif recherché pour ce projet et l'impact souhaité. Et dans quelle mesure il va contribuer aux objectifs du financeur, aux objectifs politiques notamment. L'INSA, c'est avant tout une école, mais il y a également des enseignants-chercheurs. Ils ont une double casquette. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien, ces professeurs? Alors, ils enseignent à 50% de leur temps et ils font de la recherche à 50% de leur temps. Donc, hors période Covid, ça les amène à beaucoup voyager pour aller dans des congrès internationaux, pour aller rencontrer des partenaires internationaux, mais aussi à effectuer de la recherche dans leur laboratoire, encadrer des doctorants, des stagiaires et à travailler avec beaucoup de personnes. Est-ce qu'il arrive que des étudiants travaillent eux-mêmes sur les projets qui sont financés par l'Union européenne? Oui, bien sûr, et notamment dans le cadre des stages, où effectivement des étudiants stagiaires vont être amenés à être impliqués dans le cadre des projets. J'aimerais avec vous, il nous reste 1 minute, revenir sur d'autres projets. Par exemple, le projet Madness, qui vise à mesurer, acquérir et traiter des masses de données dans un but de fiabilisation et de maîtrise des procédés, quels qu'ils soient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez entendu le terme anglais de big data. Et effectivement, traduction française, on parle de masse des données. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer toutes ces données pour ensuite en tirer des informations pertinentes et qui vont nous être utiles?
Voilà, c'est un projet normand financé par le FEDER et la région Normandie, sur lequel des acteurs normands vont travailler pour créer vraiment une expertise et faire progresser la science sur ce domaine. Et ce domaine-là pourra permettre de développer un territoire numérique plus fiable? Complètement. Pourquoi? Alors, actuellement, on a des données qu'on ne sait pas forcément exploiter. Il peut y avoir des informations qui sont présentes et qu'on n'arrive pas à capter et on ne peut pas prendre de décision. Et plus on arrive à maîtriser ces données, aussi nombreuses soient-elles, plus on va pouvoir prendre des décisions éclairées et agir de façon efficace. Merci Vincent Arnaud d'avoir été avec nous. Merci. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse à la Cour de justice de l'Union européenne avec la Maison de l'Europe et le centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi? Pauline Simons-Desmet, chargée de mission jeunesse à la Maison de l'Europe de l'Eure, c'est quoi la Cour de justice de l'Union européenne? La Cour de justice de l'Union européenne, aussi appelée CJUE, est l'organe juridique de l'Union européenne. C'est la seule institution européenne judiciaire, elle est donc le pilier juridique de la démocratie européenne. Vous avez le droit de saisir la CJUE en dernier recours après avoir utilisé tous vos outils nationaux. Elle est régulièrement saisie par les États européens eux-mêmes afin de savoir s'ils interprètent correctement la loi européenne. En effet, parfois une loi européenne est interprétée de manière différente par deux États. Il est alors possible de saisir la Cour pour savoir qui a raison ou pour quelle tranche sur l'interprétation à donner à la loi. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence européenne. La jurisprudence européenne est aussi importante que la loi elle-même, car une fois que la Cour émet un avis, tout le monde doit se soumettre à son interprétation. La loi européenne est une loi internationale, c'est-à-dire qu'elle prévaut sur la loi nationale de tous les pays membres de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. La Cour de justice est basée au Luxembourg. L'eurodéputée Caroline Rose est l'invitée de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer la protection des animaux et les conditions de transport des animaux d'élevage. Zone Europe, l'invité politique. Caroline Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous appartenez au groupe des Verts Alliance Libre Européenne et vous êtes notamment membre de la commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport. L'Union européenne va devoir se positionner sur l'élevage en cage. 170 ONG se sont mobilisées en lançant une initiative citoyenne européenne. Elles ont réuni 1,4 million de signatures pour contraindre la Commission à légiférer sur le sujet. D'abord, un mot sur cette initiative citoyenne européenne. C'est un instrument de démocratie participative, finalement peu connu du grand public, mais est-ce qu'il peut porter ses fruits? Oui, il peut porter ses fruits. Il faut savoir que, en termes d'importance de signatures, 1 400 000 signatures, elle fait partie des 3 plus importantes au niveau de cette initiative citoyenne. Elle fait partie des 3 qui ont collecté le plus de signatures. Donc pour moi, c'est une initiative qui est très importante. Sur les chiffres, chaque année, 369 millions d'animaux sont élevés en cage en Europe. Comment jugez-vous cette pratique? Alors pour moi, c'est une pratique qui est cruelle, puisque les animaux naissent en cage, ne sortent jamais des cages. Et puis, je pense aussi qu'au niveau des paysans, il y a une concurrence déloyale par rapport aux petits paysans, qui, eux, trouvent des alternatives pour un élevage en liberté. Donc pour moi, c'est un modèle qui est cruel pour les animaux. Sur le transport d'animaux vivants, tous les ans, 1 milliard de volailles, 37 millions de bovins, cochons, moutons, chèvres et équidés sont transportés dans l'Union européenne et également vers des pays tiers, parfois dans des conditions extrêmes. Et pourtant, une réglementation existe. Elle date du 22 décembre 2004, c'est ça? Oui, et elle est appliquée depuis 2005. En fait, cette réglementation, elle existe. La problématique, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées systématiquement et on a un problème au niveau de l'application de cette réglementation. Je pense qu'aujourd'hui, avec la commission d'enquête qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps, on va pouvoir travailler justement pour faire améliorer et avancer les choses. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement faire avancer les choses sur ce sujet? On est en train de s'organiser justement, on va s'organiser pour faire des auditions, faire des actions de terrain. Il faut savoir que je me suis rendue à Sète cet été pour voir un petit peu comment ça se passait. On m'a refusé l'accès au port, on se demande bien pourquoi. On va faire en sorte que les transports, nous ce qu'on demande, c'est que les transports soient limités à 4 heures, que les animaux puissent boire, puissent manger, puissent avoir des conditions de transport qui soient bien pour elles, pour qu'elles n'aient moins de souffrance animale. Je demande à ce qu'il n'y ait pas des femelles en gestation, des petits non sevrés qui soient dans les transports aussi.
Quand est-ce qu'on pourra avoir les résultats de cette commission d'enquête? Alors la commission d'enquête, on a un mandat d'1 an, on a la possibilité de demander une petite extension de 3-4 mois, ce qui serait bien puisqu'en fait on a la problématique des transports avec le climat chaud, mais aussi avec le froid. J'aimerais constater aussi cet été ce qui va se passer. J'ai suivi des camions cet été d'ailleurs, et on constate qu'au niveau des températures, c'est l'horreur. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, c'est l'horreur. Quels sont les premiers retours de cette commission, les premières observations? Alors, pour l'instant, on est en train de voir qui on va auditionner, voir un petit peu, on a la première réunion de coordinateurs en fin de semaine, et le 16 octobre, la première réunion de commission. Donc là, on est en train de se mettre en place. La fondation 30 millions d'amis est très mobilisée sur le sujet. Une pétition réclame par exemple l'arrêt des transports d'animaux de boucherie en temps de canicule. Ça semble être du bon sens finalement, mais ça n'est pas une évidence pour les transporteurs. Alors, il y a une double problématique. En fait, les transporteurs et les négociants, quand je suis allée sur le port de Sète, il y a un grand hangar pour le repos des animaux. C'est-à-dire qu'ils font un transport en camion, ensuite ils doivent être déchargés dans cet enclos de repos pour être rechargés en mer, enfin dans les navires en mer. La problématique, c'est que les négociants doivent payer le stockage des animaux pour qu'ils se reposent, et ils ne veulent pas payer pour des questions de coût, donc ils les embarquent directement dans les bateaux. Donc tout ça, c'est problématique, on va travailler là-dessus au niveau de la commission d'enquête. C'est un combat auquel chaque citoyen peut participer, même s'il n'est pas végétarien. L'association Wellfarm a lancé l'application Truck Alert, qui permet de signaler des camions transportant des animaux en temps de canicule. Est-ce que vous saluez ce genre d'initiative? Oui, je le salue, ce genre d'initiative. J'ai d'ailleurs l'application sur mon portable. Comme je disais, j'ai suivi des camions moi aussi cet été. J'ai signalé des camions sur l'application. Je trouve que c'est un bon système parce que si chacun en fait un petit peu, tous les citoyens peuvent faire quelque chose pour faire en sorte qu'il y ait une avancée. Et je pense que c'est bien. En revanche, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'interdire la consommation de viande, mais juste d'améliorer les conditions de transport ou bien encore de militer pour une consommation plus responsable en faveur des circuits courts. Tout à fait. Alors moi, je prône le circuit court, justement. J'ai des amis qui sont éleveurs dans ma région. Je ne demande pas l'interdiction de consommation de viande. Je demande à ce que, justement, on évite toute souffrance animale pendant la période d'élevage, à l'abattage, ainsi qu'au transport. Donc limiter au maximum les souffrances animales. Tout à fait. Je voudrais vous faire réagir à présent sur deux annonces du gouvernement français. La première concerne la reproduction et l'introduction de nouveaux orques et dauphins qui seront interdits en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que l'annonce qu'a fait Barbara Pompili va dans le bon sens, mais pour moi, c'est pas assez, c'est pas suffisant, puisqu'il faut interdire justement les orques dans les bassins. Quand je vois, j'ai un delphinarium à côté de chez moi, j'ai fait une manifestation avec le groupement d'action contre la captivité cet été. Quand on voit que vous avez les orques qui ont quasiment plus de dents parce qu'elles rongent les bords du bassin, elles se meurent dans les bassins. Je pense qu'il faut arrêter la captivité dans les bassins. D'ailleurs, on a, suite aux annonces de la ministre, le directeur du delphinarium d'Antibes qui crie et qui fait du chantage à l'emploi. Je pense qu'il faut arrêter. Marine-et-Land, ça fait 5 ans qu'ils sont en baisse d'activité. Au niveau économique, il faut reclasser un petit peu le personnel. Je pense que l'État et les régions peuvent participer au reclassement des employés. Autre annonce du gouvernement, l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants. C'est là encore une décision qui va dans le bon sens selon vous? Alors ça va dans le bon sens puisque on voit qu'aujourd'hui, les cirques sans animaux offrent un spectacle complètement différent et ludique. On n'est pas obligé d'avoir un animal pour sourire envers un spectacle. Je pense qu'il y a des maires qui ont interdit les cirques avec animaux déjà dans leur commune. Je pense qu'il faut continuer et ça va dans le bon sens. Alors maintenant, je vais vous poser une question un peu provocatrice. Si les animaux sauvages disparaissent des cirques, vu que beaucoup disparaissent de leur milieu naturel, où nos enfants et petits-enfants pourront-ils encore en voir, si ce n'est à la télé ou en photo? Alors, je comprends tout à fait ça. Je pense qu'on a des belles émissions de télé sur certaines chaînes de géographie où on peut expliquer aux enfants que l'animal, il vit dans son milieu et ils peuvent les voir justement dans des émissions comme ça. C'est pas nécessaire d'enfermer des animaux pour que les enfants voient des animaux sauvages. Les programmes télévisuels suffiront. Oui. Et avant de se quitter, c'est un rituel avec nos invités dans Zone Europe. Voici le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Et commençons tout de suite. Pour vous, une tenue correcte à l'école, c'est quoi? Moi, je suis pour l'uniforme à l'école parce que justement, ça évite, pas des discriminations, mais ça évite un petit peu des différences entre certains. Je suis pour
Quel est l'hymne européen? Ah là là, je vais pas vous faire chanter la chanson. Vous n'avez pas besoin de chanter. Quel serait pour vous le meilleur Premier ministre? Ouf, un ministre écolo. Et qui? J'en ai pas là Donc, qui il me viennent, soit, écologiste. mais un ministre écolo. Quitter la ville pour s'installer à la campagne, un souhait de nombreux citadins en raison de la crise sanitaire. Qu'en dites-vous? Moi, j'habite entre deux, entre la mer et la montagne. Je suis dans une ville où il y a malheureusement un peu trop de béton à mon goût, mais il fait bon vivre et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant vivre à la campagne. Quelle est la devise de l'Union européenne? La paix. Unis dans la diversité. Oui, mais la paix. Et enfin, quel est le dernier livre que vous avez lu? J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps sur les pêcheurs, puisque en fait, je suis dans la commission pêche et sur la préservation de la ressource halieutique. Merci Caroline Roos d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Merci, je vous en prie. Que fait l'Europe dans notre quotidien? Les droits des passagers aériens? Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Votre vol pour Strasbourg a été annulé, celui pour Bangkok a eu un sérieux retard. Les passagers du transport aérien ont des droits. Le Parlement européen et le Conseil ont établi en 2014 des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers. Ce règlement européen s'applique à tous les vols au départ de l'Union européenne. Pour les vols en provenance d'un aéroport situé dans un État tiers, il doit avoir été effectué par une compagnie européenne à destination d'un aéroport situé dans l'Union européenne. En cas de retard, d'annulation ou de refus d'embarquement, les compagnies aériennes ont notamment l'obligation de fournir gratuitement repas, rafraîchissements et hébergement aux passagers concernés. Une indemnisation forfaitaire est par exemple prévue en cas de vol retardé. Elle est comprise entre 250 et 600 € selon les trajets. Pour ce qui est des bagages, ce sont les conventions de Varsovie et de Montréal qui s'appliquent. En cas de perte, vous pourrez obtenir jusqu'à environ 1 330 € de dédommagement. Les expressions populaires, renoncer à deviner, les Français disent donner sa langue au chat, les Grecs disent avaler sa langue. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Au Royaume-Uni, on dit to throw in the towel, ce qui signifie jeter la serviette. En Espagne, on dit dar la lengua al gato, donner sa langue au chat. En Italie, on dit itari a spugna, cela veut dire jeter l'éponge. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Bon week-end. Zone Europe sur Sensation.